Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je voudrais vous remercier, tout du moins remercier ceux qui nous ont rejoints récemment ou ceux qui découvrent cette chaîne. Je les préviens tout de suite, cette chaîne n'est absolument pas monétisée, elle ne le sera jamais. Parce que cette chaîne, ça me fait plaisir de partager mes points de vue, mes analyses, ou de donner des informations, ou de donner de la réflexion à chacun d'entre vous, pour ne pas tomber parfois dans certains pièges de ce que les médias ont une fâcheuse tendance à essayer de vous enfermer. Donc merci à ceux qui nous ont rejoints, merci à ceux qui se sont abonnés, n'hésitez pas, si vous trouvez que cette chaîne est intéressante, et permettrait peut-être à certains de vos amis ou de vos connaissances peut-être d'essayer d'y voir un peu plus clair sur certains aspects ou sur certains événements. N'hésitez pas à partager, ça fait toujours plaisir. Ceci étant dit, vous avez vu ce week-end, les médias nous ont tout d'un coup se sont focalisés sur ce qui se passe au Brésil. Alors déjà, ce qui est assez étonnant, c'est que ce qui se passe au Brésil, ça ne date pas d'hier. Les contestations, les manifestations, ça fait quand même depuis plusieurs semaines qu'elles ont lieu. Elles ont même eu lieu avant même les élections présidentielles qui ont eu lieu récemment. Élections présidentielles qui mettaient en opposition Bolsonaro, l'ancien président, et le candidat Lula. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Ce week-end, ce qui s'est passé, c'est tout simplement que vous avez des partisans de Bolsonaro qui en ont tellement gros sur la patate d'avoir vu leur président perdre l'élection, dans des situations, et comme ça arrive très souvent, on parle de fraude, on parle de malversation, on parle de corruption, etc. Et donc ils ont décidé de faire une manifestation, sauf que cette manifestation, elle a fini par déraper, et ils ont investi des lieux symboliques. Je crois qu'ils ont investi les bureaux du Conseil d'État, ils ont même essayé d'aller jusqu'au palais présidentiel dans la capitale de Brasilia. Et donc c'est nos médias, tout d'un coup, évidemment, c'est quand même un événement, puisque sur Internet, sur les réseaux sociaux, on commençait sérieusement à en parler. Donc là, les médias ont été obligés d'en parler. Sauf qu'ils en ont parlé non sans oublier, non sans obligatoirement faire le lien de cause à effet avec le 6 janvier 2020. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui refont le même scénario qu'on a eu en 2020, c'est-à-dire assimiler tous ces gens à de l'extrême droite. Alors que ça n'a rien à voir. Mais il faut convaincre l'opinion que ces gens qui ont investi les lieux de pouvoir sont des crétins, sont les mêmes qu'on a accusés d'être des crétins, des imbéciles, des fachos, des terroristes lors de l'attaque du Capitole le 6 janvier 2020. Alors que, je rappelle, ce qui s'est passé le 6 janvier 2020 à Washington n'est autre qu'un dérapage, certes répréhensible, certes, comment dire, je cherche mon mot, bref, c'est un événement qui est regrettable, voilà, tout à fait regrettable dans les circonstances dans lesquelles il s'est passé, mais évidemment, étant donné qu'aux États-Unis, nous sommes dans un pays où le peuple américain est éduqué dans une sensiblerie absolue, donc il a été très facile de transformer ça comme étant un coup d'État, alors que très clairement, c'était des gens qui ont été un petit peu manipulés, et d'ailleurs même encore aujourd'hui, il y a certains médias qui sont interdits d'enquêter dans certaines orientations, dans certaines directions, pour se rendre compte que finalement, si ces gens ont réussi à accéder au Capitole, c'est bien qu'il y a aussi une autre responsabilité, mais ça, c'est une autre histoire. Et donc on fait l'assimilation d'idées avec donc ce qui s'est passé au Capitole le 6 janvier 2020, avec ce qui vient de se passer à Brasilia. Sauf que, pour ceux qui ne suivraient pas ou ceux qui ne sauraient pas, eh bien, je vais essayer d'être le plus concis possible. Vous avez donc un pays qui s'appelle le Brésil, qui est le plus grand pays, évidemment,
de l'Amérique du Sud. Et il se trouve que celui qui vient d'être élu a déjà été président par 2 fois, entre 2001 et 2011. Lula est à l'origine un mécanicien qui s'est lancé dans la politique, tendance plutôt de gauche, et qui donc, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, a commencé à lancer des programmes très ambitieux pour, par exemple, développer un système social de santé pour tous, pour essayer d'aider au développement économique dans les franges et dans les parties de la population pauvre. Bref, il a eu véritablement une politique sociale. Une politique sociale, évidemment, qui, petit à petit, a commencé à coûter cher, et donc il a fallu que derrière il développe aussi une politique fiscale. Or, cette politique fiscale, évidemment, elle a commencé à déplaire considérablement à une frange de la population, qu'on va dire la frange aisée. Et ce qui est très amusant, et ça je vous invite à, si vous voulez en savoir plus, vous avez qu'à regarder sur Wikipédia, mais vous allez voir un truc sur Wikipédia qui est très intéressant, c'est que Wikipédia ne fait absolument aucune allusion au fait que c'est sous Lula que le Brésil a intégré le groupe des BRICS. Les BRICS, Brésil, Inde, le C, je me souviens plus. Oui, non, BRICS c'est Brésil, Russie, Inde. Le S, c'est Afrique du Sud, Chine. Oh, mon Dieu, j'ai failli oublier la Chine. Donc, voilà, c'est cette fameuse coopération, on va dire, économique qui s'est créée au détriment, et je dirais que ça a même rendu un petit peu colère au niveau de Bruxelles et de Washington. Et donc, comme je vous le dis, lisez la fiche Wikipédia, vous verrez qu'il n'y a quasiment aucune référence par rapport au fait que Lula a amené le Brésil dans cette nouvelle coopération économique. Et du coup, ça déplut considérablement à Washington. Et qu'est-ce que Washington a fait? Eh bien, Washington a tout simplement fait ce qu'il fait toujours dans les pays d'Amérique latine, c'est-à-dire qu'il a fait de l'influence. Et cette influence, elle a amené tout simplement à mettre à jour certaines affaires qui impliquaient Lula, des affaires de corruption, etc. Sauf que Lula arrivait au terme de son second mandat, et donc il ne pouvait pas se représenter. Et par contre, il a présenté sa successeur, son successeur, je ne sais pas s'il y a un féminin successeur, ou sa successeur, qui était Rousseff. Pour continuer justement cette politique, alors certes qui déplaisait évidemment à la frange conservatrice, capitaliste brésilienne, même si la politique de Lula, au final, le bilan était assez mitigé. Mais force est de constater qu'il a amené le Brésil dans des politiques sociales pour aider une grande frange, une grande partie de la population brésilienne. Sauf que Rousseff, par la suite, vu qu'elle continuait un petit peu la politique de Lula, et que Lula était toujours un petit peu dans les coulisses, Washington étant très fâché de voir que Lula, même s'il n'est plus président, est toujours dans les coulisses, eh bien ils ont fait en sorte de finalement le liquider juridiquement. Et pas seulement de liquider Lula, puisque Lula finalement est passé en procès, il a été condamné à de la prison, et donc il s'est retrouvé en prison. Et Rousseff, vu que aussi on a balancé des affaires qui, à un moment donné, ont poussé le système, je crois que c'est le Parlement, qui a fait une motion de censure contre Rousseff, et malheureusement, cette motion de censure a poussé Rousseff à la démission. Et du coup, c'est un autre président, alors là par contre, qui est très clairement un mondialiste, libéral, etc., et évidemment, la situation a commencé un petit peu à s'inverser, à se désagréger. Ce qui fait que par la suite, lorsque Bolsonaro a été élu président, lui a continué cette politique, sauf que, encore une fois de plus, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que une partie de la population brésilienne a commencé de nouveau à s'appauvrir. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé?
il s'est passé que la situation était explosive. Si bien que Washington, se rendant compte que si la situation s'aggravait, ça risquait, au vu du contexte géopolitique, de renforcer les liens entre le Brésil et les autres pays des BRICS, ce que Washington voudrait éviter, eh bien, on a passé un deal. On a fait en sorte que si Lula était lavé, pas de tout soupçon, mais qu'il était sorti de prison, il s'accorderait avec Washington de pouvoir éventuellement se représenter et de reprendre le pouvoir. Mais attention, de reprendre le pouvoir cette fois-ci en restant très lié avec Washington. Parce que pendant les 2 ans où il a été président, au départ, si évidemment Washington, les États-Unis étaient un allié, étaient un partenaire, petit à petit la situation s'est un petit peu désagrégée. Et Lula s'est même un petit peu éloigné de l'hégémonie, de la suprématie américaine sur les pays d'Amérique latine, et donc y compris le Brésil. Et donc, l'élection a eu lieu. Pourquoi ? Parce que Lula a pu être libéré. Il a pu même être lavé de tout soupçon. Grâce à qui ? Eh bien, je vous le donne en 1000. Il se trouve que l'ONU a trouvé, par une procédure, pas des malversations, mais des défauts de procédure lors du procès de Lula. Si bien que finalement le jugement a été déclaré nul et non avenu, et Lula a été quasiment lavé et a été libéré. Ce qui lui a permis de se représenter en sachant qu'il était relativement encore très populaire au sein de la population brésilienne, puisque je crois qu'on estime entre 85 et 87% de notoriété. Donc, on peut dire que l'élection pouvait éventuellement se faire un petit peu dans l'expression finger in the nose. Sauf que ça n'a pas été finger in the nose. Force est de constater que cette élection a été très compliquée, très difficile, et que notoirement, il n'est pas anodin d'envisager qu'en effet, il y ait pu y avoir des fraudes. Des fraudes, pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de Brésiliens qui évidemment se sont rendus compte que Lula ne serait peut-être pas le même président que le Lula qu'on a connu dans les années 2000. Que le Lula que l'on vient d'élire, c'est peut-être un Lula qui sera dans la ligne américaine. Même si il a eu certains mots, certaines paroles, plus particulièrement à l'encontre de Zelensky, par exemple, pour peut-être certainement attirer un électorat qui n'est pas dupe vis-à-vis de la situation avec l'Ukraine et donc avec l'allié russe. Le seul problème, c'est qu'évidemment, Washington a fait un coup de poker en remettant Lula au pouvoir. Est-ce qu'il ne prend pas le risque de voir Lula finalement faire un bras d'honneur à Washington et finalement continuer ce qu'il avait déjà commencé il y a plus de 10 ans ? Et que par conséquent, s'éloigner peut-être encore plus de Washington. Eh bien, c'est peut-être la raison pour laquelle on a peut-être laissé un petit peu la porte ouverte à une contestation sur l'idée de la fraude électorale. Alors attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de fraude. Je pense qu'il y en a eu. Mais je vais simplement essayer de vous recontextualiser ce qui se passe d'une manière générale dans les pays d'Amérique latine, la raison pour laquelle leurs démocraties sont en règle générale extrêmement fragiles ou fragilisées. Tout simplement parce que dans la plupart des pays d'Amérique latine, que ce soit le Brésil, que ce soit l'Argentine, actuellement le Pérou également, c'est que c'est une guerre sempiternelle de classe sociale. C'est-à-dire que c'est une guerre entre des idées socialistes, des idées de gauche, voire communistes, proches du peuple, proches du petit peuple, proches du peuple de la petite classe moyenne, des défavorisés, des pauvres, face à la classe que j'appellerais la classe aisée, mais liée à la classe
dominante. Et là-dessus, vous rajoutez aussi des problèmes ethniques. Je dis bien ethniques, parce que dans un certain nombre de pays d'Amérique latine, il y a une certaine vindicte entre ce qu'on appelle les métis, c'est-à-dire ceux qui sont des descendants des Espagnols, et les natifs, c'est-à-dire ceux qui sont donc des descendants des autochtones, c'est-à-dire des civilisations et des peuples d'origine d'Amérique latine. Inca, Olmec, Toltec, etc., tout ce que vous voulez. En sachant que là-dessus également, vous pouvez rajouter les descendants d'esclaves. Et oui, parce que, je rappelle pour la petite histoire, le commerce des esclaves n'a pas commencé avec les États-Unis. Les esclaves américains sont le résultat d'un incident, c'est-à-dire un bateau qui s'est trompé et qui a débarqué des esclaves sur des territoires des colonies, mais alors qu'à l'origine, ce sont les Espagnols qui ont très tôt commencé à exporter des esclaves d'Afrique noire. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Donc vous avez en effet dans le continent américain des personnes de couleur qui sont des personnes qui ont la nationalité et qui sont sur plusieurs générations, parce que des enfants d'esclaves qui sont péruviens, qui sont cubains, qui sont argentins, qui sont bolivariens, qui sont brésiliens. Donc il n'est pas rare que, évidemment, il y a cette confrontation, je dis bien ethnique, entre ceux qui s'estiment être les descendants et donc légitimes de la patrie, de la nationalité de leur pays, face à ceux qui sont les descendants des autochtones. Et là-dessus s'ajoutent évidemment les métis. Et ces mêmes métis, d'une manière générale, eh bien, sont très majoritairement des gens dans des populations pauvres, dans des populations de petite classe moyenne. Ce sont très rarement des gens qui font partie de l'élite. Donc vous voyez, vous avez aussi un aspect ethnique, communautaire qui rentre en ligne de compte. Et très souvent, ce qu'on a pu voir en Argentine, avec Maduro par exemple, le problème de Maduro, c'est ça, c'est que vous avez la classe aisée, la classe capitaliste, la classe ultralibérale, qui, avec un soutien occidental, essaye de provoquer des déstabilisations au sein même des populations pour créer le chaos et pousser le président en place, son gouvernement, à démissionner et à organiser des élections qu'on va essayer plus ou moins de truquer si jamais on sait que de toute façon, quand on est du parti capitaliste ultralibéral, il y a peu de chances qu'on gagne, donc on va faire en sorte de les truquer. C'est ce qui s'est passé au Brésil. Au Brésil, on espérait que Bolsonaro reste président et reste au pouvoir. Sauf que, malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. D'où la raison pour laquelle, du fait d'une grande majorité du peuple brésilien très mécontent de la politique de Bolsonaro, aggravée en plus de ça par la pandémie, aggravée par la crise économique, eh bien Washington s'est dit on va changer notre fusil d'épaule, on va essayer de remettre Lula au pouvoir en essayant, je dis bien en essayant, de s'assurer qu'il respecte certains deals qu'on va passer avec lui en échange de, à la fois de le sortir de prison et à la fois de le laver dans son honneur. Sauf que, ce qui s'est passé ce week-end, évidemment, ça a dérapé. Ça a dérapé puisque les manifestants pro-Bolsonaro, convaincus donc, alors encore une fois, je ne fais pas un jugement de valeur, je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux, etc. Je dis simplement que c'est l'argument. Qu'il y a eu fraude au niveau de l'élection présidentielle et ça a dérapé, c'est-à-dire qu'ils ont investi des lieux du pouvoir, des lieux institutionnels de la capitale brésilienne. Alors, j'ai envie de dire, je ne vais pas aller plus loin dans la démonstration ou dans l'explication, parce que le sujet est très complexe, parce qu'il faut comprendre la société brésilienne, il faut comprendre son histoire, il faut savoir quand même que la démocratie brésilienne est une jeune démocratie.
Et que par conséquent, comme toutes les jeunes démocraties, il y a encore beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup de compromis à essayer de trouver. Ce qui, lorsque vous avez des conflits d'intérêts, et surtout quand vous avez de l'influence, quand vous avez des interventionnismes extérieurs, pour ne pas dire américains, c'est toujours très compliqué. C'est compliqué, c'est difficile. Mais le fait est que là où ce qui est très intéressant, c'est que, vu que les médias sont obligés d'en parler, vu que Lula, pour l'instant, est le président officiel et préféré, entre guillemets, eh bien forcément, tous ces Brésiliens qui considèrent que l'élection a été truquée, que l'élection a été sujet à des fraudes pour faire gagner Lula et dégager Bolsonaro, eh bien on fait ce qu'aujourd'hui certains considèrent comme étant assimilable à ce qui s'est passé aux États-Unis avec le Capitole le 6 janvier 2020. Et je dirais même que vous avez actuellement sur les réseaux sociaux des gens qui sont en train tout simplement de vous dire que, vous voyez, l'extrême droite tue. Bon, sauf que là, peut-être qu'il y a eu des morts, je ne sais pas, mais voilà. C'est faire les connexions. C'est-à-dire faire très attention, c'est-à-dire faire en sorte que l'opinion ne s'intéresse pas réellement au fond du problème, et simplement leur mâcher le travail en leur disant « Voyez, regardez, voilà, c'est encore des gens d'extrême droite qui menacent la démocratie. » Évidemment, c'est ces gens-là qui, même si demain des Français, à juste titre, de façon légitime, comme on a pu le voir samedi dernier, le retour des Gilets jaunes, la manifestation le mouvement des Gilets jaunes samedi dernier, ça n'a pas très bien fonctionné. Il y a eu du monde à Paris, c'est clair, il y a eu du monde, mais dans les villes de province, la mobilisation n'est extrêmement, excusez-moi du terme, je vais utiliser le terme extrêmement, pas du tout à la hauteur. Alors, ils vont essayer de relancer le mouvement tous les samedis, de refaire des manifestations, etc. Peut-être que ça va attirer les gens, etc. Mais comme je vous l'ai dit, concernant les Gilets jaunes, le problème c'est que le principe était bien parti, c'est-à-dire un mouvement populaire dans lequel s'incrémentent un ensemble de gens issus de milieux différents, de couches sociales différentes, de catégories différentes, mais surtout qui ne s'est pas fait récupérer ni politiquement, ni par les syndicats. Sauf qu'à un moment donné, il faut structurer. Il faut organiser, il faut mettre de la logistique, et donc il faut un leader. Or, certains ont essayé de se mettre dans la position de leader, mais très rapidement, ils se sont fait tirer dessus. Tirer dessus au sens figuré du terme, pas au sens propre. Et des récupérations politiques, ou des positionnements politiques un peu trop radicaux, parce que le leader d'un mouvement tel que les Gilets jaunes, il faut que ça soit un leader qui soit aussi intelligent et qui sache expliquer les choses, qui sache faire des consensus et des compromis. La radicalité, ça n'amènera jamais rien de bon. Donc, imaginons si demain le mouvement des Gilets jaunes se radicalise, c'est-à-dire devient beaucoup plus véhément, beaucoup plus agressif, disons à l'image d'une colère légitime, vis-à-vis d'une classe politique qui se fout de la gueule du monde depuis des décennies, face à un président qu'on n'a rien à foutre de la France et qui est en train de la démolir, face à des milieux intello, politiques, des intellectuels, des artistes, etc., qui jouent les complices de la destruction finalement du pays, par arrivisme, par ambition, par peur aussi. Un jour ou l'autre, il y a des Français qui vont peut-être prendre les armes. Sauf que je vous assure que les Français qui prendront les armes, ce jour-là, les médias les appelleront des terroristes. Tout comme aujourd'hui, vous avez des intellectuels, des experts, des journalistes qui sont en train de faire l'assimilation d'idées entre ce qui se passe avec les manifestants à Brasilia, en les comparant aux manifestants du Capitole de 2020, en étant des extrêmes droites. Sauf que le problème, c'est que accuser ces gens d'être des gens d'extrême droite, partisans d'un président qui s'appelle Bolsonaro, qui a été un allié
de Washington, et donc de l'Occident, d'une manière générale, ou tout du moins des idéologies mondialistes, capitalistes, libérales, occidentales. Vous voyez l'inversion là de valeur? C'est-à-dire exactement le même effet qui pousse des gens à tout simplement vous tanner que ces gens sont des gens d'extrême droite qui menacent la démocratie. Et oui, mais le problème, c'est que le jour où la démocratie, elle ne fonctionne plus, le jour où la démocratie, elle est sur le bas-côté de la route des gens, le jour où la démocratie, elle n'en a plus rien à foutre d'une certaine catégorie de gens, parce qu'ils sont inutiles, considérés en tant que tels, sacrifiables. Ben, il y a un moment donné, il va falloir que vous preniez conscience que les gens qui vont prendre conscience qu'ils sont des sacrifiés, ben, il y en a qui vont se laisser crever, mais il y en a d'autres qui vont se battre. Il y en a d'autres qui vont prendre les armes. Il y en a qui vont vouloir survivre. Il y en a qui vont vouloir se battre contre un système qui les destine à mourir. Et bien, ces gens-là, les médias les appelleront des terroristes. Tout comme actuellement, vous entendrez certainement cette année des gens qui vont être arrêtés, qui vont être interpellés, qui font partie d'un groupuscule d'extrême droite, qui préparaient un coup d'État, qui préparaient des attentats, etc. Vous allez en entendre plus cette année que l'année dernière. Parce qu'ils savent que les Français, le potentiel de risque d'une radicalité de mouvement est aujourd'hui très fermement possible. Donc il faut prendre le contrôle immédiatement. Donc ce qui se passe au Brésil, bien pour terminer sur ce sujet, comme je vous l'ai dit, c'est en réalité un conflit d'intérêts. Un conflit d'intérêts sempiternel entre la volonté d'une partie minoritaire de la population, classe aisée, ultralibérale, capitaliste, soutenue par des intérêts extérieurs, qui sont en sempiternelle guerre contre la majorité de la population, petite classe moyenne, pauvre, déshérités, qui à un moment donné, eux aussi, ils se disent « mais on est en train de nous sacrifier ». Donc on n'a pas l'intention de se laisser faire, donc on va prendre les armes. On est en colère et on va l'exprimer. Et bien malheureusement, ce qui se passe au Brésil peut être interprété par certains intellectuels français comme étant un exemple qu'il faut absolument cataloguer comme une action contre la démocratie de la part de gens de l'extrême droite, parce qu'ils ont tellement peur que peut-être des Français pourraient prendre exemple sur ce qui se passe au Brésil ou ailleurs dans les mois à venir pour réclamer, pour demander, pour exiger que des gens assument leur choix, assument leurs décisions à l'encontre d'une partie majoritaire du peuple par des décisions absurdes, par des décisions suicidaires, par des décisions qui aujourd'hui commencent à faire prendre conscience aux Français qu'en réalité tous ces gens qui réussissent à se faire élire par des procédés sont en réalité des liquidateurs de la France. Et enfin, seconde partie, je vais revenir sur la polémique qui a été lancée par Roselyne Bachelot et son fameux livre. Car dans ce livre, eh bien, elle balance du loup. Enfin, elle balance. Disons que moi qui viens de ce milieu, nous étions tout à fait déjà au courant et nous connaissions comment fonctionne le système. Qu'est-ce qu'elle a balancé? Si vous n'avez pas suivi, elle a balancé tout simplement que le cinéma français était en fait un cinéma subventionné d'entre-soi, de combines et de copains. En résumé. Sauf que ça, évidemment, on le sait depuis très longtemps. Tout du moins, ceux qui connaissent le cinéma français et qui savent regarder avec objectivité le savent. Si vous voulez que je vous en fasse une démonstration, eh bien, il faut savoir que si vous allez voir un film français, vous payez 3 fois. Vous payez la place de cinéma. Sur cette place de cinéma, si vous la payez 10 €, il faut savoir qu'une partie va aller au cinéma, donc à la salle de cinéma, mais l'autre partie va aller au distributeur.
Je pense que alors, en général, ils calculent sur un prix moyen. Donc le prix moyen, je crois, en France maintenant, est à 8 euros. Donc sur un prix moyen de 8 euros, généralement c'est 45%, donc on va dire la moitié. Donc 4 euros va chez le distributeur. 4 euros va chez le distributeur, qui lui rétribue au producteur, ou aux ayants droit. Parce que ça peut être un producteur plus d'autres producteurs. Souvenez-vous, dans ma vidéo de Marcy, je vous ai donné un petit exemple de différents producteurs. Vous aviez des producteurs, ce qu'on appelle les producteurs principaux, producteurs distributeurs, qui ont aussi une société de distribution. Donc en l'occurrence, c'est Canal+. Et vous avez d'autres sociétés de production. Vous avez également France Télévisions, qui peut être coproducteur, parce que France Télévisions va donc, par l'intermédiaire de cette coproduction, participer, contribuer à l'aspect contractuel que les chaînes de télévision ont vis-à-vis de la production cinématographique, et de fait vont avoir un droit audiovisuel, c'est-à-dire que une fois que le film sera diffusé sur Canal+, et une fois que le film sera disponible en vidéo, eh bien France Télévisions aura l'exclusivité de pouvoir le diffuser sur une chaîne publique non privée. Et vous avez d'autres sociétés, dont 2 sociétés pour le film dont je vous avais donné l'exemple qui était Les Tirailleurs, 2 sociétés de production qui appartiennent à Omar Sy. Sauf que ce n'est pas suffisant. Ces sociétés de production ont besoin de plus d'argent. Et cet argent, eh bien, il vient du CNC. CNC, Fonds commun, aide à la production. Il peut aussi venir de l'Europe, puisque sur le prix du billet que vous payez, il y a une partie des taxes qui va partir justement dans ces fonds. Et ensuite, vous avez également, vous avez des fonds d'investissement, vous avez également de l'argent public. Vous avez de l'argent qui vient de la région, du département, ou du fonds commun collectif local, ou même des fois de certaines collectivités. Je vous invite la prochaine fois que vous regardez un film français, alors généralement ça peut être dans le générique de début, mais surtout dans le générique de fin, à la fin du générique de fin. Il vous suffit de regarder, et vous allez voir tout ce qui a contribué à la production ou à la subvention. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, sur les 250 ou 300 films français qui sortent chaque année, ils sont tous subventionnés. Ils sont tous subventionnés, même des fois certains ont le bénéfice de ce qu'on appelle l'avance sur recette. C'est-à-dire que quel que soit le succès du film, eh bien vous avez des ayants droit qui, eux, de toute façon, seront payés. Donc avec ce système-là, finalement, quand je vous dis vous payez 3 fois, donc vous payez sur le prix du billet. Mais sur le prix du ticket, une partie de l'argent va dans des taxes qui alimentent le CNC qui alimente ensuite les caisses des subventions. Et donc, du fait que vous payez une taxe, c'est une taxe indirecte, certes, mais c'est une taxe quand même. C'est pas le cinéma qui paye la taxe, c'est vous qui la payez, sur le prix du billet, pour permettre de financer d'autres films que vous allez voir et sur lesquels vous allez payer, alors que le film a été en partie payé avec une partie de ce que vous avez déjà payé sur le prix du ticket dans le film précédent. Vous payez 2 fois. Vous payez 2 fois parce que c'est taxe, mais vous payez une 3e fois avec vos impôts. Puisque quand les films sont financés par la région, le département, la collectivité locale, par le fonds commun régional financé toujours par l'argent du contribuable, c'est votre argent. Donc c'est ce que Roselyne Bachelot finalement a un petit peu balancé. C'est que si le cinéma français existe, eh bien c'est grâce au financement participatif et solidaire du contribuable français. Donc vous comprendrez que le comportement, et ça, là-dessus, je suis à 100% d'accord avec Bachelot, quand vous voyez le comportement de certaines personnes dans le milieu du cinéma, quand vous voyez que c'est un milieu qui est tellement fermé que même des jeunes, parce qu'ils ne sont pas adoubés, mais qui sont des jeunes artistes, des concepteurs, des producteurs, des artistes conceptuels, même des jeunes acteurs et actrices, mais qui n'arriveront jamais à percer dans le cinéma parce qu'ils ne seront pas adoubés par ce milieu,
il y a un moment donné où l'exception culturelle, face à l'hégémonie du cinéma américain, ne tient plus. Je rappelle aujourd'hui, en matière de marché, le cinéma américain représente 40% de part de marché et le cinéma français 40%. Donc le cinéma français est en bon équilibre en matière d'offres. Mais évidemment, le problème, c'est que si le cinéma français est relativement bien prolifique, quand on regarde les films qui sont rentables, là, ça pose problème. Ça pose problème parce que, comme je vous l'ai dit, si vous voulez calculer en nombre d'entrées, c'est bien, mais ça ne fait pas la recette. La recette, en général, on peut essayer de l'établir sur le prix moyen. Mais attention, si un film fait 1 million d'entrées, combien d'argent il va rentrer en réel? Combien de proportions de gens vont payer un tarif plein ou un tarif réduit? Là, pareil. Il est évident que le producteur ne récoltera pas suffisamment, peut-être pas assez d'argent si les 2/3 des prix des tickets vendus sont des tickets vendus à tarif plein qu'à tarif réduit. Donc c'est pour ça qu'on calcule en prix moyen. Donc quand vous avez un film qui a coûté 10 millions d'euros et que le film fait 1 million d'entrées, déjà 1 million d'entrées, c'est pas mal. Donc ça veut dire que même si on prend en net, ça doit faire à peu près 2 500 000. 2 500 000, mais pas 3 millions d'euros récoltés. Donc quand un film qui fait 10 millions de budget et ne récolte que 3,5 millions, sans compter qu'attention, vous avez des acteurs qui prennent un pourcentage sur les entrées. C'est-à-dire que si le film a atteint 500 000 euros de recettes, eh bien à partir de 500 000 euros de recettes, l'acteur principal va toucher un pourcentage sur les recettes excédentes, les 500 000 euros. Par contre, on n'en a rien à foutre de savoir si le film va rentrer véritablement dans ses frais. Donc vous comprenez pourquoi finalement il est beaucoup plus économique de faire une comédie ou un film policier que de faire des films un peu plus ambitieux. Les films en costume par exemple, les films historiques, ça coûte très 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 cher. Des films d'action ou des films policiers avec de l'action, de la vraie action, avec des cascades, etc., c'est pareil, ça coûte cher. Et moi, je vais rajouter à ce que Bachelot dit dans son livre, regardez le générique du film et comparez-le au contenu du film. Prenez un exemple des films des frères Dardenne. Les frères Dardenne font des films de façon régulière, souvent présentés d'ailleurs au Festival de Cannes. Regardez les films des frères Dardenne, excusez le bruit, malheureusement, un chien a besoin de s'amuser, et regardez le générique. Et vous allez vous rendre compte très rapidement, et ça vous pouvez le vérifier sur un certain nombre de films français. Quand vous voyez le contenu du film et le générique, là vous vous posez la question, mais comment se fait-il qu'il y a autant de monde pour un résultat pareil? Eh bien vous avez la réponse à votre question. En réalité, les 2/3 des films produits en France sont des films qui n'ont pas vocation à faire des succès, n'ont pas vocation à faire des entrées. Ce sont tout simplement des films qui permettent de subventionner le secteur du cinéma. C'est-à-dire permettre de faire travailler des gens, des professionnels de la technique, de la production, etc., de tous les secteurs qui sont touchés. Ça peut aller même jusqu'à l'artisan, des artisans qui fabriquent des chapeaux exactement comme on les faisait au XVIIIe, au XIXe siècle, etc. Donc, en fait, tout découle, toute une industrie finalement. Et d'ailleurs, je rappelle que, même si certains défendent que le cinéma français c'est le 7e art, c'est quand même régi par une convention qui s'appelle la Convention collective de l'industrie du cinéma. Donc, qui dit industrie, dit bien pépette. Et donc, oui, ne vous étonnez pas si vous avez des films qui ne font que quelques dizaines de milliers d'entrées, qui ne rentreront jamais dans leurs frais. Parce que de toute façon, ce sont les chaînes de télé qui produisent en règle générale ces films et que là-dessus, elles vont s'en servir pour essayer de récupérer de l'argent sur, par exemple, les ventes
de vidéos, les ventes de droits à l'international. Mais en règle générale, il n'y a que presque 2 ou 3% des films français qui sortent dans l'année qui sont réellement rentables financièrement. Donc finalement, vous financez un milieu. Qui plus est, vous financez un milieu dans lequel vous avez des gens qui osent vous donner des leçons de morale, qui n'ont aucune vergogne à se prendre vraiment pour des dieux le Père, vous donner des leçons, vous dire ce que vous devez faire. Des gens comme Cluzet, par exemple. Quand Cluzet ouvre sa gueule pour limite demander le génocide des antivax, on va être très clair. Et bien quand à un moment donné des Français demandent à boycotter les films de Cluzet, et après ça vient pleurer et dire c'est l'extrême droite. Mais non, c'est pas l'extrême droite. C'est qu'à un moment donné, quand vous commencez à prendre les gens pour des cons, pour des vaches à lait, pour des tire-lire, à un moment donné, le jour où les gens s'en rendent compte, là, ce jour-là, trop tard. Qui plus est en plus, quand vous avez un cinéma français qui est un cinéma très entre soi, très nombriliste, et qui pense qu'il suffit de mettre un Gad Merad, ou un Omar Sy, ou un Cluzet, ou un Canet. D'ailleurs, on a cette année le nouveau Astérix et Obélix, réalisé, produit par Guillaume Canet. Je peux vous dire que le film est en train de se faire assassiner parce que les bandes annonces sont une catastrophe. Alors, ça reste des bandes annonces, ça ne veut pas dire que le film est mauvais. Mais très clairement, on sent que déjà c'est le film de copains. Voilà, on invite les copains, etc., à venir, etc. Sauf que on sent bien que le scénario va être nul à chier. Mais voilà, ce sont des gens qui continuent à vivre aux frais de la princesse, tout simplement. Et c'est ça que Bachelot a dénoncé. Alors attention, je ne suis pas un pro-libéral du cinéma à la hollywoodienne, mais je dis simplement, c'est qu'à un moment donné, quand on donne de l'argent public à des gens pour faire des films, la moindre des choses, c'est qu'à un moment donné, on leur réclame des comptes. Or, malheureusement, en France, ce n'est pas fait. J'ai même envie de dire que c'est un petit peu en lien à ce qu'on a fait en 2008. Si aux États-Unis, pour sauver les banques, pour sauver les assurances, l'État fédéral a mis la main à la poche, elle a quand même dit, attention, vous devrez nous rembourser au centime près ce qu'on vous a donné, parce que c'est de l'argent public, c'est de l'argent du contribuable. Eh bien, M. Sarkozy, en 2008, non seulement il a aidé les banques, mais en plus il a vendu des tonnes d'or de la réserve nationale. Mais les banques à qui il a aidé, les banques à qui il a donné le fric pour les sauver, n'ont jamais remboursé l'argent. Elles non seulement n'ont jamais remboursé l'argent, mais en plus de ça, elles continuent à vous assassiner. Elles continuent à serrer les boulons. Eh bien, dans le cinéma français, c'est pareil. Vous avez des gens qui vont toujours défendre le cinéma français sous des prétextes fallacieux d'exception culturelle, de cinéma français 7e art, du cinéma français l'un des meilleurs cinémas au monde, pour qu'on continue à les rincer. Sauf que ça va peut-être durer qu'un temps. Sur ce domaine-là, j'aurais tellement d'anecdotes à vous raconter. Mais sinon, dans ce cas-là, ça ferait une vidéo de 5 heures. D'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Et surtout, bon courage.